suis le responsable du Digital Lab de Gpartner by Devoteam. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut associer les technologies WebGL qui sont disponibles sur les navigateurs récents avec les technologies Google Maps et Street View. Je vais juste vous faire un petit mot sur mon entreprise et le Digital Lab, et puis après on commence direct. Donc Gpartner, en fait, nous on est le premier partenaire de Google for Work en IMIA. Donc on développe des solutions pour nos entreprises autour de Google, et on intègre toute la suite Google Apps for Work, que ce soit de la cartographie ou du collaboratif, etc. Donc aujourd'hui on a plus de 800 clients. Et le Digital Lab, au sein de Gpartner, il va se focaliser sur les technologies suivantes. Donc on est parti d'abord de la cartographie. L'idée est qu'on construit des applications autour de Google Maps. Donc ça peut être juste de la géolocalisation, ça peut être des applications de BI, du géomarketing, on va trouver un tas de choses là-dessus. Et au fur et à mesure, on a suivi Google dans son évolution. Et on fait beaucoup de mobilité, bien sûr, on fait du glace, on fait du cardboard, de l'Android, on joue un peu avec les beacons aussi, et on fait de plus en plus tout ce qui est Street View. Et on verra que le Street View, il y a deux aspects différents. On a le Street View de Google, sur lequel on va pouvoir intégrer des overlays à l'intérieur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on a aussi le Custom Street View, qui est en fait le principe, c'est de prendre des panoramas soi-même, et de les monter sur Street View pour faire par exemple une visite prévue. Donc c'est dans ce cadre-là, au Digital Lab de Gpartner, qu'on a travaillé sur cette intégration entre WebGL, la librairie TreeJS qu'on verra aussi aujourd'hui, et les technos Google. Donc j'imagine que vous n'êtes peut-être pas tous experts Google Maps et Street View. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les bases de Google Maps et les bases de Street View pour vous montrer assez rapidement comment on les utilise, comment on crée une carte, comment on rajoute des données dessus. Et puis après, on ira un peu plus loin dans l'intégration avec WebGL. Aujourd'hui, on va utiliser la librairie TreeJS parce que ça va être plus simple, mais il y a d'autres librairies, on peut même utiliser le WebGL directement. Mais je vous parlerai de l'intégration de ces librairies. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, et même depuis un petit moment, c'est que l'intégration des données complexes, en règle générale, et surtout sur les navigateurs, peut être très longue et très fastidieuse. L'idée de cette technologie, comme beaucoup de technologies aujourd'hui, est de simplifier les choses pour que vous vous focalisiez sur l'histoire en fait que vous voulez donner à votre jeu de données, et pas uniquement à la façon dont vous allez les afficher. Donc par exemple, je pense à toutes les techniques, dès qu'on parle de large volume de données en navigateur web, en code client, de buffering, de dissociation des données, etc. L'idée est là, l'idée ici est de laisser cette complexité à WebGL et de la passer directement à Google Maps pour associer tout ça. Alors, le démarrage, on va regarder Google Maps, pour ceux qui n'ont pas trop encore pu jouer avec, comment ça fonctionne. Google Maps est un produit multiplateforme. Donc on retrouve la plus connue, c'est la Google Maps JavaScript API V3, qui nous permet en web, donc en JavaScript, de créer des cartes, de rajouter des marqueurs, des données, de construire des polygones, enfin, de faire déjà pas mal de choses en natif. On verra que quand on parle d'affichage de données, on va pouvoir faire des choses juste avec Google Maps, qui de toute façon derrière utilise aussi des technologies comme WebGL, etc. Il y a une Maps Embedded API qui permet très simplement, sans coder, d'afficher des iframes avec des cartes à l'intérieur et des paramétrés. On a bien sûr des SDK sur Android et sur iOS. Et enfin, on a toute une partie Maps API Web Service qui sont tous les web services de Google Maps
comme le géocoding. Donc j'envoie une adresse, je veux des coordonnées. J'envoie un point A à un point B, je veux l'itinéraire entre ce point A et ce point B. Donc c'est là qu'on trouve tout ça. Quelques petits exemples au début, on peut regarder juste la page. Je vous conseille, vraiment, si vous êtes intéressé à développer sur du Maps, d'aller regarder la doc, qui est vraiment sympa, elle est vraiment bien faite, et elle est assez claire généralement. Il y a beaucoup d'exemples de code. L'idée étant que on a un fond de carte Google, ça qui est toujours le même, qui est l'équivalent de ce que vous avez sur maps.google.com, et puis on va pouvoir le customiser. Donc là, je veux faire des maps stylées, je veux changer complètement le style de ma carte, je veux rajouter des marqueurs qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai sur maps.google.com. Je rajoute des overlays, par exemple, pour aller chercher un lieu, des choses comme ça. Je peux faire la même chose que sur maps.google.com en privé, ou pour un client, par exemple. C'est ce qu'on fait d'habitude, hein, quand on fait des store locators pour nos clients, et bien on reproduit un peu Google Maps sur leur site. Et on peut faire un truc aussi complètement costaud. Vous avez aussi une API Picker qui est super bien faite si vous ne savez pas trop par où commencer, qui vous dit vraiment votre cas d'usage. En fonction de votre cas d'usage, voilà ce qu'il faut, par où il faut commencer et quelle API utiliser ou quelle librairie utiliser. Parce que c'est vrai que même si c'est quand même assez clair là, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont ajoutées, il y en a quand même un peu partout. Donc c'est pas mal d'avoir cette API. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur ça. C'est le WebGL. Le WebGL sera en tout cas sur le navigateur compatible avec la Maps API JavaScript. Tout le reste ne servira pas à grand chose. Alors, créer une carte, c'est assez simple. Il suffit d'inclure la librairie Maps API. Ici, je n'ai pas rajouté de sous-librairie, mais on pourrait aller chercher la librairie Visualization. Enfin, il y a plusieurs add-ons qu'on peut rajouter à cet appel. Un mot quand même sur le fait que là, on est sur une API grand public. Donc, dès qu'on va faire des API business, on va toujours avoir ici une API key qui va nous obliger en fait à utiliser la version business de Google Maps. Pour assurer une quantité de services, pour avoir un contrat professionnel, etc. Donc on inclut la librairie, et ensuite en quelques lignes, on initialise donc notre code au démarrage de la page. On donne à la carte au moins deux options, qui est le zoom à partir duquel on veut que la carte soit affichée, et qui est le centre, donc avec les coordonnées latitude longitude sur lequel on veut que la carte se centre. Puis on appelle l'objet Maps en lui donnant uniquement la div où on veut l'afficher. Donc avec quelques lignes de code comme ça, on arrive à la création d'une carte. Pour commencer à rajouter de la donnée sur ma carte, donc je vais vraiment partir de la base. La première donnée plus simple que vous allez pouvoir ajouter sur votre carte, c'est un marqueur. Donc c'est très simple aussi, vous créez un objet latitude-longitude, vous créez un marqueur et vous lui donnez la position que vous avez définie au-dessus et vous lui attribuez la carte que vous venez de créer au début. Pour l'instant, j'en ai là. On a une carte Google, là, juste le code que je vous ai montré, c'est une carte Google, et ça met un point à l'endroit où vous avez décidé de le mettre. On va y aller au fur et à mesure. Ensuite, première librairie qui permet déjà de faire pas mal de choses. On verra qu'on va aller un prochainement. Ça, c'est une vieille librairie, c'est une des premières, le fait de pouvoir faire du bitmap sur une carte Google. Le principe, il est assez simple aussi. Vous créez votre tableau. Donc là, j'ai mis des pointillés, il pourrait y avoir des milliers de points, il n'y aura aucun problème. Vous faites un tableau avec des coordonnées à l'intérieur. Et vous passez ce tableau à une librairie qui s'appelle Visualization de Google Maps. Et puis vous faites un hitmap.setmap. Et là déjà, on commence à faire des choses un peu plus complexes. On affiche des cartes de chaleur.
On a des fonctions pour changer le radian, pour changer l'opacité, pour des choses assez simples en termes de carte de chaleur, mais on est passé déjà à un niveau supérieur au synchromètre. L'étape suivante pour moi, c'est celle-là. On va afficher ce qu'on appelle du GeoJSON. Le GeoJSON, c'est juste un format JSON qui est formaté pour tout ce qui est données géographiques. Et là, encore une fois, on crée notre carte, on l'initialise, toujours pareil, la div, le zoom et le centre. Et on lui dit juste map.data, le GeoJSON, et on met l'URL du fichier GeoJSON qu'on a récupéré. Le GeoJSON, en gros, il doit être formaté comme ça. On a des features. Donc une feature, ça peut être un point, ça peut être un polygone, ça peut être une polyline, ça peut être plusieurs choses comme ça. On les place comme ça dans notre GeoJSON. Ils doivent toujours avoir un attribut géométrie qui doit dire de quel type de feature on parle, parce que c'est un point, un polygone, etc. Et de donner les coordonnées géométriques de cette feature-là. Donc dans le cas d'un point, c'est juste latitude, longitude. Dans le cas d'un polygone, ça sera un tableau de tableau avec tous les points du polygone. Ensuite, on lui affiche quelques properties, donc toutes les métadonnées qu'on veut lui donner. Ça peut être le nom, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et une fois qu'on a rempli ça, une fois qu'on a le fichier, l'affichage sur la carte, il est instantané, vous n'avez rien à faire. Il va récupérer tous les points, il va, dès que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir afficher les métadonnées que vous aviez mis dans le GeoJSON. C'est très simple et c'est aussi très puissant parce que vous pouvez partir avec des GeoJSON qui sont assez gros et pas avoir de soucis. J'ai un petit exemple. Donc ça, c'est un petit site qu'on avait créé, qui est tout simple, qui affichait les ponts de la Seine en fait. Donc, c'est vraiment pas embêté. On a trouvé le GeoJSON de tous les ponts de la Seine. On l'a rajouté sur Google Maps et on a mis un peu de code pour afficher l'infobulle, qu'elle aille récupérer les coordonnées, qu'elle monte prendre la vue satellite de l'endroit où on est. Donc on peut se déplacer, entre les infobulles, on peut ici, trois choses. On a intégré aussi avec le Street View, qui permet de changer le Street View à chaque fois qu'on passe d'une infobulle à l'autre. Donc en fait, en gros, on voit tous les ponts de la Seine avec tous leurs Street View attribués. Et quand je descends, j'ai aussi tous les vues satellites. Si je veux choisir un pont particulier, je peux directement là-dessus. Donc on s'est dit, c'est vrai que c'est super puissant parce qu'on a créé cette petite application juste de démo. Mais au final, on n'a jamais réfléchi aux données en fait. Les données, ça c'est un JSON de 300 points si je ne me trompe pas. Finalement, est-ce que si on avait un JSON de 1000 points, on aurait fait pareil en fait, on n'aurait pas fait le code différemment. C'est Google qui prend en compte ce JSON et qui fait ce qu'il fait. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, je retrouve, c'est pourquoi on ne ferait pas un système qui, dès qu'on drag and drop un GeoJSON, il va mettre à jour la carte. Ici, par exemple, j'ai tous les bureaux de Google, hop, je le mets sur ma carte, et ma carte se rafraîchit, et j'ai tous les bureaux de Google qui viennent de s'afficher sur la carte. Et j'aurais pu utiliser n'importe quel GeoJSON, si vous en avez un là, vous me l'envoyez, je le rajoute sur la carte, et il va directement prendre tous les points, et il va afficher la vue satellite du point concerné, et il va vous montrer le Street View du point à l'intérieur aussi. Etc. Donc on s'est dit déjà, on est déjà dans un système où on se focalise vraiment sur ce qu'on veut faire des données, de quelle manière on veut les faire parler, quelle histoire on veut raconter avec ces données, plus que la complexité de se dire, tiens, dans quel format et qu'est-ce qui se passe si demain j'ai 2 fois plus de données, on enlève toute cette complexité.
Alors, petit aparté, ou pas. Petit aparté sur Google Maps, un peu sur la façon dont c'est construit. En fait, on verra, c'est à la fois dans Google Maps et à la fois dans Street View. Google Maps est construit de tuiles en fait. Donc, plus vous êtes haut, plus vous êtes à un zoom, un petit zoom, et moins il y a de tuiles. Et en gros, toutes ces tuiles, elles font 256 par 256 pixels. Et le boulot de Google Maps, c'est qu'à chaque zoom, il va vous calculer le nombre de tuiles qu'il lui faut dans son quadrillage. Donc en fait, on ne le voit pas, mais c'est un gros quadrillage à chaque fois Google Maps. Si vous avez une vieille connexion, vous pouvez le voir des fois, il y a des tuiles qui s'ajoutent. Et c'est divisé comme ça. Donc à chaque fois en fait qu'on est à un zoom, dès qu'on passe au zoom supérieur, il va aller rajouter les tuiles pour vous permettre d'avoir toujours la même qualité d'image. Donc quand on est tout en haut et qu'on a une grosse image, mais en fait on est, je ne sais plus si c'est 4 zooms, il y a très peu de tuiles, il y a très peu d'images quand on est au zoom le plus haut. Et plus on descend, plus. Et on verra que c'est exactement pareil pour le Street View. Vous avez un panorama de base au zoom 0, et dès que vous zoomez, et ben en fait, c'est pas juste un zoom sur l'image initiale, parce que sinon en gros la qualité du panorama serait dégradée très vite. Il recharge le panorama et il vous affiche les tuiles d'un panorama qui lui est beaucoup plus large, ce qui vous permet en fait d'avoir toujours la même qualité d'image, peu importe où. On en reparlera après. Alors donc là je vous ai présenté toutes les fonctionnalités natives. On a vu le heatmap, le marqueur, on a vu le GeoJSON, pour rajouter des données sur une carte Google. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut avoir des overlays. Donc des overlays, c'est des couches de données que je rajoute sur ma carte. En fait, un marqueur est une overlay, un heatmap aussi, un JSON aussi. Et comment on va faire en fait des custom overlays. Parce que tout le sujet d'aujourd'hui va être de se dire que Google me laisse la place au sein de son canevas pour écrire ce que je veux. Et donc nous, on va mettre du WebGL, on pourrait mettre autre chose, mais ça part vraiment de ce principe-là, qui est de dire qu'on affiche quelque chose au-dessus de Google. Donc, ce custom overlay, le plus simple, c'est de rajouter une image. Donc là, on n'est pas du tout sur un marqueur, on est sur une image qui a été, je ne sais pas ce que c'est qu'une image, c'est une JN, qui a été rajoutée sur la vue satellite de Google. Et si on regarde le code pour faire ça, c'est un peu plus complexe quand même que rajouter un marqueur ou rajouter un GeoJSON. Et en gros, c'est une instantiation du Google Maps Overlay View. Donc on peut construire des classes complètement customisées, des plugins customisés, au-dessus de cette Overlay View. Et on va venir s'ajouter, on le voit en bas, hop, ici, on va venir s'ajouter dans cette Overlay View en indiquant à Google, en gros, voilà la carte sur laquelle je veux me placer, voilà où je veux m'incruster, dans le canevas dans lequel je veux m'incruster, voilà la source de données que je veux y mettre, et voilà où elle est placée. Donc là, c'est l'exemple le plus simple. On a une carte qui est ici, elle est à cette adresse, image .png. On lui a défini à un moment quels sont les bounds de l'application, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment calé au niveau de ses coordonnées. On a dit le point le plus en haut à droite, il est à tel endroit, en bas à gauche, etc., il est à tel endroit. Et on l'a donné à Google. C'est, on va dire, la base en fait de la technologie que je vais vous montrer. Ici, on ne parle pas encore de WebGL, on est juste dans une image et on est dans une classe customisée qui va faire ça. Donc, on peut ensuite rajouter tout un tas de paramètres. Là, on voit derrière qu'au moment de l'ajout de l'overlay, on va spécifier sa position, on va spécifier son style, on peut faire beaucoup de choses après qu'on peut caler. Mais l'idée de base est là. Ce qui est intéressant, et que
le monde, je pense, connaît, c'est que Google Maps est divisé en différents panneaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la carte de base, que vous pouvez d'ailleurs customiser, vous pouvez faire plein de choses. Puis vous avez un panneau qui montre les marqueurs, puis vous avez un panneau qui montre les infobules, etc., etc. Et vous pouvez vous placer à un endroit, enfin à un endroit où vous voulez, presque. Il y a 4 ou 5 différents panneaux. Et lorsque vous rajoutez votre overlay, vous allez pouvoir dire je veux que mon image ou mon jeu de données, etc., il soit placé sous les marqueurs. Il soit placé entre la carte de base et les marqueurs. Ou bien je veux qu'il soit entre les marqueurs et les infobules, ou au-dessus des infobules. Puis vous pouvez bien sûr en faire plusieurs. Dire il y en a un qui sera sous les marqueurs, l'autre qui sera au-dessus des infobules, parce que ça a un sens pour vous. Donc si vous allez voir, là, ça c'est la référence en fait, la référence du JavaScript v3. Quand vous allez voir la spécification des maps panes, ça vous donne la description de toutes ces couches à laquelle vous pouvez vous placer. Et du coup, ça vous permet de vous mettre un peu où vous voulez au sein de la carte. Donc là, j'ai mis un autre exemple pratique. C'est des données issues de l'INSEE qui montrent la répartition de la population en France. Et que j'ai pu passer du coup à un certain prix. Alors, on y arrive. On a parlé de Google Maps, on a vu comment créer une carte assez simplement, utiliser les fonctionnalités natives pour afficher des données, utiliser des fonctionnalités custom pour afficher des données. Là, ce qu'on va juste faire maintenant, c'est se dire, on reprend les overlay view, et à la place de juste mettre une image, de la caler et de changer son style, et bien on va mettre du WebGL, et là on va rajouter du TreeJS à l'intérieur. Donc le WebGL, c'est une API JavaScript qui vous permet de faire du rendu sur votre navigateur. C'est l'équivalent de ce que vous pouvez retrouver en OpenGL dans votre langage. Le WebGL va vous permettre, va utiliser le GPU en fait de la machine pour afficher des objets 3D, mais pas forcément, ça peut aussi être des larges sets d'objets 2D. Le TreeJS, lui, c'est une librairie qui vous permet juste de simplifier l'interaction avec le WebGL. Donc on verra après, j'ai mis des exemples de code pour coder en TreeJS. C'est assez simple aussi, l'idée est d'encore une fois s'enlever la complexité de certaines choses pour se focaliser sur vraiment ce qu'on a envie de faire, la valeur ajoutée qu'on va apporter à notre application. Donc WebGL, TreeJS et Google Maps. J'ai un honneur à rendre, c'est à Brendan Kenny. Brendan Kenny, en fait, c'est un Googler à Mountain View. C'est lui qui a créé la librairie Canvas Layer. Donc c'est le premier développeur qui a utilisé cette fameuse fonctionnalité d'overlay view pour afficher à l'intérieur de cet overlay du WebGL ou même n'importe quel canvas. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est plus le WebGL. L'idée de dire, on le verra je crois juste après, que le WebGL n'est pas supporté par tous les navigateurs. On est à peu près à 76% d'utilisation des navigateurs utilisés qui supportent le WebGL, mais on parle plus de navigateurs récents. C'est pas forcément HTML5. Hein. Faut pas forcément mixer les deux. Et du coup, Brendan a fait cette librairie que vous pouvez utiliser, qui s'appelle Canvas Layer. Si on regarde un peu on va peut-être regarder d'abord une petite démo. Hop. On va avoir des exemples là et ici. Donc en fait, il a un exemple de Canva, il a un exemple de WebGL. Là, l'idée, il s'est juste fait un maillage avec des points qu'il a générés en random en WebGL et il les a rajoutés sur Maps de la même manière que tout à l'heure on a rajouté une image. L'idée elle est vraiment là, donc là on est dans un exemple assez simple, mais on peut pousser WebGL très loin et on peut arriver à des choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de données. On peut aussi animer les objets, donc en gros tout ce que vous pouvez penser en termes de jeux vidéo, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais WebGL est aujourd'hui plus utilisé sur les jeux vidéo sur le web, vous pourriez le faire à l'intérieur d'une carte. Donc si on regarde un peu alors je vais juste montrer le Canva 2D, là en gros, bon, c'est juste
un exemple aussi, quand vous n'avez pas de WebGL, bon, il y a un peu moins de points. Si on regarde un peu le code de Brendan, hop, on va regarder d'abord dans le SRC, le canvaslayer.js, et en fait on va retrouver ça. On retrouve qu'on est dans la même structure que le code que je vous ai montré juste avant, qui était un peu plus simple avec uniquement l'image satellite qui est rajoutée. On instancie en fait la classe overview de Google Maps et on va rajouter notre canevas au sein de cette overview. Donc si vous regardez le code, en gros c'est surtout du positionnement. On va voir qu'il y a beaucoup de transformations en fait de coordonnées. Parce que l'idée c'est que WebGL et Google Maps ne parlent pas quand même exactement le même langage. Et d'où la librairie en fait, sinon ce serait trop simple. WebGL, Google Maps peut accepter des coordonnées en fait par rapport à un point, par rapport à une donnée dans des coordonnées géographiques, donc latitude, longitude, et accepte aussi des coordonnées en pixels. Donc on fait la projection sur notre écran de ces coordonnées, on peut avoir à quel pixel. Et du coup, il faut faire communiquer ces deux technologies en même temps. Donc quand on regarde les exemples, et par exemple l'exemple de WebGL, on voit qu'à la fin, c'est ce qu'il fait ici, il fait des projections de matrice pour transformer en fait les coordonnées de WebGL, donc ce que WebGL va vouloir en entrée, en pixels pour que Google Maps les accepte. C'est expliqué ici, si vous êtes intéressé pour avoir un peu plus de détails. Voilà. Donc on a les world coordinates, voilà c'est ça, qui sont dans la projection Mercator, et on peut les transformer en pixels coordinates sur une carte pour placer un point. Et donc on a une relation dépendante du zoom en fait entre les deux. Forcément un point qui est au plein milieu de l'Afrique ne sera pas placé au même endroit de mon écran, suivant mon zoom. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc, ce qu'on peut faire avec cette librairie, c'est lui donner en fait un jeu de données. Ici, dans la fonction loadData, l'exemple ne fait que de l'interprétation de points pour créer en fait des coordonnées avec une fonction random qui fait qu'on voit un nuage de points aléatoires sur ma carte. L'idée c'est que là, dans ce raw data, on pourrait mettre n'importe quoi. On pourrait mettre n'importe quoi que vous créez, vous récupérez des données à un moment, vous allez pouvoir utiliser cette librairie pour passer les coordonnées à cette librairie, qu'elle les transforme en Google Maps et que derrière vous utilisiez vraiment le moteur WebGL pour afficher vos données. Alors, j'avance un peu. Donc là, ça c'est dit du WebGL pur. Brendan, il n'a pas rajouté de librairie. On a trouvé une autre qui est assez sympa et qui du coup est un peu plus facile à manipuler. C'est celle de Martin Et du coup, en fait, il a repris la librairie de Brendan et il l'a adapté au FreeJS. Donc l'idée, c'est que avec le FreeJS, vous allez pouvoir manipuler les données beaucoup plus facilement. Je vous ferai un petit tuto juste après. Et là, on va voir que... Voilà, un petit exemple qui a été fait avec la librairie, la deuxième librairie, où on a alors un style de carte qui a été complètement customisé, mais ça c'est plus du Google Maps. Et on va avoir des points qui sont rajoutés sur ma carte qui ne sont pas du tout des marqueurs Google. L'idée aussi de toute cette librairie et ce que je vous montre, c'est de pouvoir faire des choses beaucoup plus flexibles. Si vous utilisez les marqueurs de Google, vous auriez peut-être pu faire ça et ça aurait été beaucoup moins optimisé. Il aurait fallu faire des cercles, repasser sur chacun des cercles pour les
pour les augmenter, pour les réduire à la volée. Là, c'est vraiment les outils WebGL qui nous permettent de faire ça. Donc ici, on voit tous ces plans rajoutés et on a fait une petite librairie pour changer l'opacité et la taille des marqueurs. J'avais aussi un petit exemple à vous montrer. Voilà. C'était lui. Si vous allez dans la partie Data Visualization juste de l'API JavaScript, vous voyez, vous avez peut-être déjà vu des sites comme ça, des petits avions qui se déplacent sur une carte. Alors c'est possible de le faire directement en Maps API. C'est encore plus facile de le faire avec WebGL parce que justement tout ce qui est animation, tout ce qui est chargement de données est beaucoup plus facilement intégrable et surtout est beaucoup plus flexible. Vous pourrez le faire avec Google Maps, mais vous serez un moment où vous serez bloqué par rapport à ce que vous voulez faire. Ok. On passe au Street View. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu des exemples 2D. Maintenant, on va voir des exemples 3D. Parce que, comme on l'a dit, WebGL, 3JS, etc. nous permettent de faire beaucoup plus que de la 2D. Et du coup, on peut s'intégrer entre eux. Donc, un petit mot sur le Street View. Donc, je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est le même principe que Google Maps. On est en fait dans une sphère. Donc, en gros, les voitures de Google passent dans les rues. D'ailleurs, il n'y a pas que des voitures, il y a des bonhommes avec des sacs aussi. Prennent des panoramas. Et ces panoramas sont ensuite découpés en tuiles et sont intégrés dans le Street View. Donc, pour créer un Street View, c'est assez simple. C'est vraiment la même syntaxe que de créer une carte. Vous utilisez même la même librairie. C'est exactement la même. Vous appelez une fonction initialized, vous lui rentrez une position. Donc là, on n'est pas dans un centre de la carte, on est dans une position du Street View. Sachant que, attention, il n'y a pas du Street View partout. Loin de là. Du coup, il est possible que vos coordonnées, en fait, ils vous retournent une erreur parce qu'il n'y a pas de Street View à cet endroit-là. Vous avez quand même une possibilité de définir un radian en fait et de lui donner en fait une zone où vous voulez trouver le Street View le plus proche. Vous lui dites je veux cette coordonnée à 20 mètres, 1 km près. Vous lui définissez ensuite un heading et un pitch. Donc POV c'est point of view. En gros, tout à l'heure on était dans les coordonnées cartésiennes, maintenant on est passé dans les coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, suivant deux axes, vertical et horizontal, où est-ce qu'on regarde. Donc là, on va se mettre avec un heading de 270 degrés par rapport au nord et un pitch de 0. Si j'avais mis un pitch de moins 10, j'aurais regardé plutôt par terre. Si j'avais mis un pitch de 20, j'aurais regardé plutôt en haut. Donc on lui donne les options, de la même manière qu'on faisait sur Google Maps. Et puis tout simplement derrière, eh bien, on va appeler le Street View Panorama en lui donnant évidemment la div, le canevas où on veut l'afficher. Et on accède à un petit Street View. Un peu de géométrie. Moi, ça faisait longtemps, je ne sais pas si vous en faites régulièrement. Alors, quand on analyse le Street View, quand on le coupe en deux, on repère qu'il y a ce qu'on appelle un field of view, exactement. C'est l'angle à laquelle je vais voir mon panorama. Donc, j'ai normalement un cercle, okay, hein, mais j'ai toujours un field of view qui va me faire voir qu'une partie de ma sphère. Et évidemment, il dépend du zoom. Plus vous zoomez, et moins vous avez de field of view. Donc pour comprendre un peu comment ensuite on va faire la traduction des coordonnées de Street View en une coordonnée écran. Donc on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment le même principe de translation entre les repères. Ici c'est un peu différent, donc je vous l'ai dit, il y avait des coordonnées polaires qu'on va devoir projeter en fait sur un écran qui lui va être notre écran d'ordinateur. Et les calculs mathématiques qui sont faits dans les librairies que je vais vous montrer, elles repèrent en fait où est-ce que vous regardez et quel est le centre en fait de votre viewport, donc de votre écran, et elles vont calculer
où est-ce que doit être affiché un pixel en fonction de là où vous le placez. C'est-à-dire qu'en gros, on va se dire, tiens, je regarde à 0, 0. Donc c'est assez simple, mais je regarde à 0, 0. Mais je veux, moi, mettre dans mon Street View un objet à un heading de 10 et un POV de moins 20. Et bien, il va calculer la différence entre les deux. Et il va calculer en gros la différence de pixels qu'il doit appliquer par rapport à l'origine qui est du coup le centre du viewport. Et il va vous dire en gros, pixel par pixel, où est-ce qu'on va devoir le placer. Ça c'est toute la librairie qui s'en occupe. Hein. Juste pour vous montrer qu'est-ce qui est fait derrière dans ces pays. Alors, on va revenir un peu sur le Three.js, du coup plutôt avec Street View. D'abord un petit mot sur le WebGL. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 76% des browsers utilisés dans le monde qui ont le WebGL, ou en tout cas le supportent beaucoup. En gros, on a tout jusqu'à l'IE 10 qui ne le supporte pas, et on a les anciennes versions de Safari. C'est pas tout le desktop. Pour le mobile, ça commence à arriver un peu, mais forcément il y a plus de versions de navigateurs desktop qui ne supportent pas. Vous pouvez faire un fallback, vous pouvez partir en canvas, mais du coup vous irez sans doute pas aussi loin que si vous le faisiez. Je voulais vous montrer un autre chose. Hop, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est un Street View. Ça, c'est un custom Street View en fait. Donc, c'est les locaux de GPartner, c'est là où je travaille. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les panoramas, on a fait venir un photographe qui prend des panoramas, il nous donne, nous, des images projetées au format équilatéral, et on les intègre dans Street View avec la Street View API. C'est-à-dire que la Street View API ne me sert pas que à afficher les panoramas Google. Je peux insérer à l'intérieur des panoramas que j'aurai récupérés. Et d'ailleurs, je peux mixer les deux. Ça, c'est un panorama Google. Et je le mixe avec un panorama GPartner. Vous pouvez même le faire avec votre Android. Vous prenez une photosphère. Là, je pourrais prendre une photosphère de la salle et la monter sur Street View et faire un Street View de la salle ici. Le problème avec les Android, c'est que c'est très très difficile de rester toujours au même endroit quand vous faites votre sphère. Et souvent, en fait, vous avez des décalages sur les murs, il y a un peu des soucis sur les murs qui font que c'est toujours mieux d'avoir soit un photographe qui, lui, sait bien le faire, soit maintenant, il y a de plus en plus on a vu au CES, le dernier CES, des boîtes françaises d'ailleurs, qui font des appareils photo à 360, donc vous le mettez au milieu de la pièce, vous mettez un retardateur et puis elles vous prennent la photo direct dans le bon format et c'est parti, vous montez tout sur Street View. Et ça marche très bien. Alors, un petit mot sur Three.js. Donc voilà un peu de code pour créer un rendu 3D. Un 2D ou 3D d'ailleurs. Donc il y a plusieurs étapes dans le Three.js. Il faut créer donc un renderer WebGL. Vous lui passez des paramètres de la même manière que vous passez des paramètres à Google Maps et vous lui mettez une taille par rapport à votre écran, si vous voulez que ce soit en plein écran, plusieurs choses, vous voulez de la transparence, si vous voulez justement afficher par exemple du WebGL et du Street View avec de la transparence entre les deux, c'est possible, hein, on l'a fait, ça marche très bien. Vous rajoutez le renderer à votre canevas. Vous devez créer une caméra, c'est un peu comme un film, hein. C'est assez rigolo le Three.js. Vous créez votre caméra, vous dites où vous voulez la placer. Donc, il y a différents types de caméras. Ça c'est une caméra, une perspective caméra qui vous permet en fait de dire on va regarder un objet, une target, et je te mets en fait un fameux FOV, un field of view, en tant que paramètre. Donc on cale la caméra comme on veut. Ensuite, on lui met des lumières. On lui dit, alors il y a plein de types de lumières différentes, des lumières directionnelles, il y a des points, il y a des lumières ambiantes, plein de choses comme ça. Vous calez dans votre environnement par rapport à vos axes la lumière que vous voulez. Et ensuite, vous lui chargez ce que vous voulez. Un modèle, ça peut être des images, ça peut être une skybox, ça peut être
Un modèle 3D, ça peut être juste des points, on peut faire des cubes, faire des sphères, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et donc là, on lui met juste une texture avec, c'est quoi? C'est un cube. C'est un cube apparemment, avec une texture qui est appliquée. Donc vous avez la caméra, vous avez les lumières, vous avez quelque chose à afficher. Il ne vous reste plus qu'à créer une scène. Il ne vous reste plus qu'à créer une scène et à ajouter tous ces éléments. Donc vous ajoutez votre cube et vous ajoutez vos lumières. Pour simplifier un petit peu, parce que je ne suis pas non plus un expert en 3D, loin de là, je me suis servi pour moi d'une librairie pour charger directement un modèle 3D. Il y en a plusieurs qui existent. Vous pouvez charger directement des OBJ, des DAE, enfin il y a plusieurs formats de modèles 3D que vous pouvez charger directement sans trop vous embêter. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de transformer en fait mes objets 3D en binaire. Ça permet plusieurs choses. Déjà, c'est assez optimisé parce que du coup, vous gardez une taille qui est assez réduite. Parce que c'est vrai que si vous allez commencer à travailler avec de la 3D et que vous voulez un bon rendu, vous n'allez pas forcément avoir des problèmes avec le rendu, même s'il ne faut pas non plus aller trop loin. On ne va pas faire un GTA 5 sur browser tout de suite. Mais par contre, c'est en termes de téléchargement des données. Donc si vous avez un modèle 3D qui a 50 mégas, forcément, ça va être un peu dur, ça va être un peu long à changer. Donc, je vous conseille le binaire, c'est un des formats les plus compacts. Et ça permet aussi de ne pas directement mettre à disposition le modèle 3D. C'est-à-dire que même si quelqu'un arrivait à récupérer les requêtes que vous faites pour ce modèle 3D, il récupérerait un binaire qu'il faudrait qu'il retraduise, etc. C'est pas quelque chose qui s'ouvre directement dans Blender, etc. Il faut le convertir, donc du coup c'est un peu plus caché. Donc vous loadez votre modèle 3D, vous faites une callback, la callback ensuite appelle vous pouvez directement lui donner des textures, et enfin vous créez donc votre mesh et vous rajoutez tout ça à votre scène. Donc comme on a fait juste au-dessus avec un simple cube et une image, là je viens de faire exactement ces deux lignes de code avec un modèle 3D que j'ai récupéré. Au niveau des modèles 3D, il y a beaucoup de librairies, vous pouvez trouver sur le net, il y a de modèles, pardon, il y a des modèles payants et des modèles gratuits, vous avez un peu de tout. Et enfin, pour animer tout ça, pour afficher tout ça, vous avez une boucle qu'on appelle une rendering loop qui va afficher ce que vous allez charger et qui va permettre avec des contrôles avoir un taux de rafraîchissement adéquat sur votre browser. Vous pourriez faire une boucle infinie pour afficher votre modèle, mais du coup là, encore une fois, Three.js et WebGL, enfin surtout Three.js dans ce cas-là, vous créez en fait cette boucle, ce rendering qui va être beaucoup plus optimisé que si vous faisiez Alors, une fois qu'on a ça, donc on n'a plus qu'à faire render scène, et on peut avoir un super modèle 3D. Donc j'ai un beau modèle 3D, c'est un beau bug droid. Je peux le faire tourner dans mon navigateur. C'est vrai que j'ai pas mis dans le code, mais j'ai rajouté du code pour les contrôles. Mais c'était pareil, c'est des librairies, c'est vraiment pas grand chose. Je lui ai mis des lumières, j'aurais pu les mettre différemment, j'aurais pu en mettre de derrière, j'aurais pu faire différentes choses. Donc on va regarder un peu le code pour faire ça. Alors ça ressemble pas mal à ce que je viens de vous montrer. Bon, il y a 2-3 choses qui sont un poil plus complexes, mais l'idée elle est vraiment la même. Je crée je récupère tous mes largeurs, hauteur et largeur de canevas que je veux. Je crée ma caméra ici. Donc j'avais créé ma scène un peu plus haut. Et j'ajoute ma caméra à ma scène. Je donne les dispositions de ma caméra.
Ici, j'ai fait un petit, j'ai utilisé une petite librairie détecteur WebGL qui me permet de savoir si mon navigateur supporte le WebGL ou non. Et dans le cas où elle le supporte, j'appelle en fait mon renderer comme un WebGL renderer. Et dans le cas où elle ne le supporte pas, j'appelle un Canvas renderer. Là, ça va marcher aussi si je suis en Canvas. C'est juste qu'on verra que... Bon, après, il n'est pas très compliqué mon Bugdroid, mais s'il aurait été un peu plus complexe, il aurait ramé un peu plus, il aurait eu un peu plus de mal à s'afficher. Donc je mets une taille à mon renderer, je lui attribue un container comme vous voyez tout à l'heure et j'ajoute, je récupère mon container et j'ajoute mon renderer à ce container. J'ai créé ici trois différentes lumières avec, je peux mettre la position des lumières, je peux aussi mettre l'intensité des lumières, elles peuvent être plus ou moins fortes, elles peuvent avoir des couleurs plus ou moins différentes. Comme je disais un peu tout à l'heure, vous créez votre film, en fait, vous faites un petit peu, faites un peu ce que vous voulez là-dessus. J'ai effectivement rajouté des contrôles, mais c'est qu'une ligne. J'ai pris une librairie qui est assez classique en TJS qui s'appelle Orbit Control, qui permet assez simplement de gérer les événements souris. Il y en a une autre pour le mobile, si vous voulez effectuer ça sur le mobile, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai rajouté mon Bugdroid ici, qui est en fait divisé en deux fichiers. Il y a un fichier JS et il y a un fichier binaire. Donc ça c'est vraiment le code ici, et là c'est ce qui me permet de différencier le corps des yeux. J'ai plusieurs choses. Alors le temps avance un peu, je vais un peu me dépêcher. On retrouve après la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, une fonction animate qui va appeler en fait une boucle sur le renderer. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous montrer? Donc voilà, ça c'est le summary de tout ce qu'il faut en gros pour le CGS. Alors, on arrive vers la fin. Est-ce que mon Bugdroid, je peux l'emmener à Las Vegas? À votre avis, je n'aurais pas fait la démo si je peux. Let's see. Et ben voilà, j'ai mon petit Bugdroid. Je suis dans le Street View de Las Vegas et j'ai complètement intégré mon Bugdroid au Street View. Donc voilà, là c'est un exemple, j'aurais pu mettre, j'ai mon Street View qui se load pas très bien là. Je sais pas si c'est peut-être internet. J'aurais pu mettre une voiture, je pourrais mettre un vrai modèle, je peux l'intégrer, je peux mettre plus ou moins loin, je peux en mettre plusieurs, enfin l'imagination elle est... c'est la seule limite ici, mon Street View, mon Bugdroid de Las Vegas. J'ai fait un petit script pour qu'après il se retrouve sur la muraille de Chine. Donc là il est content, il voyage, mon Bugdroid. Et puis enfin je me suis dit, on va l'amener avec ses amis à Google. Et puis là, voilà, il est avec toutes les versions Android, il est bien dans la pelouse, il s'amuse, tout va bien pour lui. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Alors, il y a une petite spécificité, c'est vrai que là on a dû un peu plus coller. Parce que du coup, tout à l'heure, je vous ai montré les deux librairies qu'on avait réutilisées pour faire de la map, donc du 2D. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la dernière librairie, la librairie de TJS. On l'a adapté avec au Street View en fait. Donc le mode de conversion qui avait été pris pour transformer les coordonnées de World Coordinate là, en pixels, enfin en WebGL, on a fait la même chose avec le Street View, le heading et le pitch pour le transformer du coup en rotation de la caméra WebGL. Donc l'idée en fait était de dire qu'à un moment, si on arrive à caler exactement la caméra du TJS avec la caméra réelle du Street View, on avait vraiment une synchronisation des deux qui était, il n'y avait pas de problème. On peut voir qu'il y a des déformations, et ça c'est normal en fait, parce que du coup on a une sphère, on la plaque sur un écran, donc on a des déformations sur les côtés, vous pouvez le voir dans Street View. La voiture elle s'agrandit, elle est plus ou moins longue. Là, ça sera pareil en fait pour mon droïde. Il va suivre en fait la déformation du Street View, ce qui permet aussi quelque part de le mettre dans un monde cohérent. Donc si on regarde en fait le code, tout à l'heure on avait le code qui permettait de créer le Street View. Et bien ici maintenant dans
dans la fonction que je viens d'appeler. Alors on a défini des places là pour mettre la durée de string, etc. On a défini du coup un Street View panorama, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On a décidé d'où il allait commencer. Une petite fonction pour changer de Street View. Et ensuite, on a le même principe qu'il y avait dans les autres librairies. On appelle en fait la librairie TreeJS Layer, qui du coup va être la fameuse librairie qui va implémenter 3 minutes. 3 minutes. Tu me fais 3. Oui, 3 minutes. 3 minutes, c'est parfait. J'étais sur la fin. On appelle la librairie du coup qui va implémenter le fameux Overlay View. Et en fait, on lui passe à l'intérieur notre code TreeJS. C'est exactement le même code. La seule chose qui change, c'est qu'avant, on avait des scenes ici. C'est-à-dire qu'on créait une scène et on rajoutait les objets à la scène. Ben là, en fait, c'est la callback de la librairie qui intègre le TreeJS, enfin qui est intégré dans Google View, dans Google Street View, pardon, qui va nous renvoyer en fait cette scène sous forme de layer et on va après la visiter. Donc si on va à l'intérieur, on verra bien que hop, elle est là, et qu'on a exactement la même syntaxe qu'on avait dans tout ce que je vous ai montré, avec une implémentation de l'Overlay View qui va s'intégrer dans le canevas directement du Mac. Bon, il me reste 2 minutes, je suis désolé, j'ai un peu tardé. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'on peut garder les contrôles qu'on a implémentés sur le TreeJS dans le jeu? Vous voyez, on avait commencé à le faire là-dessus. Le problème qu'on avait, c'était tous les passages des événements en fait. Parce que du coup c'est vrai qu'on avait galéré en fait. On avait galéré, on avait préféré utiliser les contrôles du Street View qui contrôlaient le WebGL. Sinon, à mon avis, il faudrait du coup bloquer les événements du Street View et passer avec les sites. Mais ouais, c'est un peu plus galère. D'autres questions, ouais? Est-ce que l'objet qu'on a créé en overlay, il suit quand on se déplace dans Street View? Il faut utiliser du coup la librairie. C'est ce que la librairie fait en fait. C'est que la librairie elle synchronise la caméra du WebGL, enfin du TreeJS mais du coup du WebGL, avec la caméra du Street View. Donc il calcule automatiquement une déformation si on se déplace. C'est ça, exactement. Ben, c'est pour ça ici, je remontre que mon droïde il se déforme en fait. Oui, mais il est plus petit au milieu. Si on se déplace au niveau... Ah, si on se déplace dans la... Alors, ouais, on l'avait fait, là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en exemple. On peut se déplacer dans Street View, mais il faut rajouter cette couche-là où on va replacer le droïde à chaque fois dans chaque panorama, et on va surtout changer son scale. C'est nous qui le programmons. Ouais. C'est pas dans la librairie. Nous, on avait commencé à le faire, ça se fait assez bien. Ce qui est galère, c'est qu'il faut avoir beaucoup de config en fait. Parce que pour chaque panorama, il faut savoir où est mon droïde et quel scale est là. D'autres questions rapides, ouais? Oui, donc là, vous parlez effectivement de changer son scale parce que bon, on va travailler sur des notions de zoom. Ouais, tout à fait. Mais si on travaille sur des notions de translation, c'est-à-dire si on considère qu'on a un objet 3D qui est immergé dans Street View et qui lui se déplace. C'est-à-dire d'animer, je dirais, l'ensemble de... On peut tout à fait le faire. C'est pas fait là, on l'a pas fait dans la librairie, mais on peut tout à fait se dire que le droïde il va se déplacer et il va commencer à courir dans Street View. Ok. Techniquement, il n'y a aucun problème. Avec l'inclusion d'un timer pour pouvoir, je dirais, voilà. actionner ou, après il y a... ou sur le principe de l'application. Non, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est dans le renderer, on met une fonction en fonction du temps. Et du coup, on va animer directement à l'intérieur du renderer. Et chaque fois, la vue Street View va, je dirais, s'adapter pour se rapprocher plus en avant au fur et à mesure que l'objet avance. C'est-à-dire on a les deux choix. Si on ne bouge pas, on pourra avoir là le droïde qui part, qui revient, etc. Voilà, soit on considère que c'est l'objet qui bouge tout seul, et on reste sur une vue Street View statique. Ouais, soit vous devez caler les deux. Statique et on la cale, soit c'est on fait un following sur l'objet. Ouais, tout à fait. Ouais, puis ça c'est dans le renderer qu'il faut le traiter en amont. Ouais. C'est en amont et en aval. Il y a deux méthodes de synchro. Exactement. Le mode poursuite ou le mode éloignement, quoi. C'est ça.